Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Fabien Major est planificateur financier. Salut Fabien. Bonjour. Ouais, c'est pas une semaine extraordinaire en bourse, là. C'est rouge. Oui, en effet, ça a été fortement secoué. Hier, les marchés ont été plombés par les taux d'intérêt directeurs, surtout les obligations à 30 ans. Le taux a atteint 5,34 %. Et vendredi, je vais expliquer c'est quoi le phénomène des obligations et pourquoi c'est inquiétant. Et c'est ce qui a fait reculer en avril 2025 Donald Trump, la première de sa série de tacos, lorsqu'il recule donc sur des échéances. Les obligations, ça l'a secoué pas mal. Je vais expliquer pourquoi donc c'est inquiétant. Et donc la bourse a reculé fortement pour ce qui est de Toronto, un recul quand même de 305 points. C'est la techno qui a écopé encore une fois. Des titres comme Nvidia qui a perdu 2,3 %, mais Micron 7 % de recul et SanDisk aux États-Unis 9 % de repli. Aïe, quand même. Alors, Face à tout ça, c'est un contexte quand même assez particulier, là, et pour le président, et pour le Canada. On parle de taco, mais c'est-tu réellement un vrai taco? Parce que, tu sais, il y a quand même... semble-t-il un progrès, là. Si on se fie au président américain, il y aurait même une entente là, qui serait sur le point d'être rédigée. Puis là, on est en train d'éplucher un petit peu là les décrets à la Maison-Blanche. C'est vrai, c'est 3 jours finalement de sursis. On verra bien ce qui va en découdre, mais on se croise les doigts qu'il y aura rien qui finalement ne va pas le faire sortir de ses gonds parce que on le sait, il est assez susceptible et la moindre petite entorse des fois, des choses qui semblent banales peuvent lui faire dire que non, on tourne les talons et c'est terminé. Les tarifs s'appliquent. Ouais. Il y a des proverbes, souvent qu'on utilise dans le monde de la finance, Fabien, mais parfois on les utilise à tort. Oui. J'entends souvent, justement, hier, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, quand la bourse s'est mise à redescendre, on a dit, oui, c'est bien normal, tout ce qui monte redescend. Ça s'applique à la physique, mais pour les marchés boursiers, je pense que si on regarde que depuis 1998, le SPTSX, la bourse de Toronto, a connu plus de 5 baisses de plus de 20 %, mais a quand même généré au final 871 % de gains. Alors, si on complète le proverbe, il faudrait dire tout ce qui monte redescend avant de remonter encore plus haut, parce que c'est étroitement relié au phénomène de l'inflation. Toutes les entreprises veulent avoir de la progression et l'innovation permet d'avoir des progrès. L'inflation s'en mêle, ce qui fait que les entreprises veulent faire des gains, idéalement plus de 10 %. Alors, les marchés montent, mais des fois, il y a des secousses vers le bas. C'est très vrai, ça. Et puis, un autre proverbe qu'on entend souvent, c'est il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais attention, on a des fois des phénomènes de diversification excessive, des gens qui prennent des FNB, des fonds, et tout ça vise exactement les mêmes cibles, les mêmes marchés. On se retrouve avec des portefeuilles qui sont comme paralysés parce que trop de rendement, pas trop de rendement, mais trop de diversification, ça fait que on finit par perdre ses œufs et les oublier. Mais donc, c'est un phénomène qu'on observe très souvent, je trouve, chez les Québécois, la surdiversification. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. Je fais une petite parenthèse, Fabien, là-dessus, parce que souvent, on pense, exemple, en investissant dans un fonds négocié en bourse. Alors, supposons qu'on achète le marché américain. Bon. Oui. Après ça, là, on achète un autre fonds négocié en bourse qui est le marché global, le marché mondial. Après ça, on achète, je sais pas, un fonds négocié en bourse spécialisé qui reproduit le Nasdaq, donc très techno. Mais dans les 3 FNB que je viens de te donner, Fabien, là, là, on se dédouble, là, puis on est même des fois en triple sur certains titres. Alors, c'est ça qui vient nous nuire, là, si je te comprends bien. Exactement. Okay. Le top 10 des actions américaines se retrouve dans le MSCI, dans le Nasdaq, puis dans le SP500. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a peut-être multiplié des erreurs, multiplié des chances de gain, mais lorsque ça corrige, évidemment, on n'a pas un effet compensatoire pour ce qui est perdu. Puis la diversification, ça cherche à avoir des éléments dans le portefeuille qui ne sont pas corrélés ou moins corrélés, comme les obligations, par exemple, ou encore des fois les marchés émergents, ou ça peut être les infrastructures. Et t'en avais une petite dernière? Oui, le petit train va loin. Ça, on entend ça pour vanter les mérites des CPG. Le petit train va loin en disant non, moi j'investis pas dans les marchés parce que le CPG, le compte d'épargne, ça me rassure, puis c'est risqué la bourse. Mais la vraie mesure du risque, c'est le pouvoir d'achat. Puis si l'inflation est de 3%, et puis on fait même pas ça, on fait 2% avant impôt, c'est sûr que le petit train va loin, mais peut faire dérailler nos plans de retraite.
les gestionnaires, les professionnels sont très optimistes. Oui, en effet, parce que ça tranche avec la journée d'hier qui a été difficile sur les marchés. C'est un sondage qui a été fait à grandeur des États-Unis de Global Fund Manager de Bank of America, 180 gestionnaires, plus de 500 milliards d'actifs. Eux, ils montrent un niveau d'optimisme très élevé dans le marché parce que les profits sont là. Il y a un nombre record. 56% des gestionnaires n'anticipent aucun ralentissement économique et les attentes de croissance des bénéfices à 2 chiffres sont au plus haut et on n'avait pas vu ça quand même depuis 5 ans. Puis on privilégie les actions américaines, les marchés émergents et la techno. Et quand on entend parler de ce genre de momentum chez les gestionnaires, on sait qu'il y aura peut-être une poussée de croissance qui va continuer. On espère au moins 1 an encore pour ceux qui entrent dans le marché. Bon, quand même. Dans ta pratique, dans ton quotidien, là, on parle beaucoup, par exemple, là, des hommes qui ont une emprise sur leur conjointe, puis que, tu sais, les finances, c'est leur affaire, puis ça se fait pas, tu sais, c'est pas en équipe, ou c'est très comme, tu sais, cloisonné, là. C'est pas du tout accessible. Est-ce que ça, malheureusement, encore en 2026, on le voit, je veux dire, on n'est plus dans les années 1900, là? C'est vrai, mais quand on va, par exemple, soulever le mouvement masculinisme ou encore les machos qui semblent être de retour, surtout sur des réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou autre, ben ça s'observe aussi en finance. Il y a une publication que les conseillers on consulte régulièrement, c'est Think Advisor. On rapporte qu'il y a de nombreuses femmes qui renoncent à consulter un professionnel parce que leur conjoint s'y oppose. Il dit non, c'est mes affaires et tu t'occupes pas de ton REER. C'est moi qui le gère. Et ça, c'est carrément pour moi un des symptômes de violence conjugale, parce que la violence économique, c'est un problème qui passe un peu inaperçu, mais c'est, on dirait... La violence financière est sous-estimée. C'est sous-estimé, et puis avec SOS violence conjugale, on identifie 6 formes de violence économique, puis ça va commencer par le contrôle du compte de banque conjoint, là. On a l'homme qui prend donc le contrôle quotidien. Après, c'est les cartes de crédit. Après, les REER, les CELI. Et ce phénomène semble s'accentuer chez les femmes qui ont un revenu un peu supérieur à celui de l'homme, qui, lui, se sent atteint dans sa masculinité, là. Et non, c'est vraiment pas drôle. Et je pense qu'il faut être ouvert à ça et en discuter. Si vous l'observez dans votre famille, sachez que des fois, ça déraille. Et puis, petit élément en terminant, une histoire vraie racontée par Option Consommateur, c'est relayé par la Gazette des Femmes. Suzanne, elle réussit bien professionnellement, mais elle doit demander la permission de son mari pour la moindre dépense personnelle. Elle ignore même qu'est-ce que le couple possède. Alors ça, évidemment, c'est une forme d'emprise et ça l'a empêché pendant des années, Suzanne, de quitter son mari. Puis évidemment, lui, il a fermé tous les comptes quand elle l'a quitté. Puis là, c'est la pauvreté familiale. Mais c'est un phénomène qui n'est pas banal et qui est plus répandu qu'on le pense. C'est qu'on voit que toutes les formes de contrôle m'ont donné s'immiscent dans la relation. C'est... En effet, en effet. Merci Fabien, faut être aux aguets de ça. Salut. Merci, bonne journée.